énergie. À mon avis, le mélodrame, parce que le mélodrame s'adapte à toutes les idéologies dominantes. Or aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est l'écologie. Et on pourrait tout à fait, je pense, prendre toute une série de grands films à grand succès, dont l'idéologie dominante est l'écologie, donc qui lutte contre la malbouffe, ce que vous voulez, le réchauffement climatique, tout ça, et montrer que dans ces mélodrames, il y a un justicier qui vient, heureusement, sauver la planète de la destruction. Ça marche aussi. Et quand on regarde la fin de l'adaptation d'Armand d'Artois, on se rend compte que si on arrête la pièce au meurtre du duc, ça se termine comme un mélodrame, c'est-à-dire ça se termine bien. Finalement, le tyran a été tué, et donc le justicier a éradiqué le mal, et après tout devrait bien se passer. Vous voyez ? Et on est en pleine Troisième République, à un moment aussi où la question de renforcer le pouvoir républicain qui a été menacé par la restauration monarchique dont je vous ai parlé tout à l'heure est encore très, très fort. Donc ça explique, si vous voulez, qu'on ait supprimé cette fin extrêmement pessimiste de Lorenzaccio qui semble dire que l'histoire est au point mort et qu'on ne peut rien faire. C'est un peu désespérante. Donc ensuite, on a eu une tradition de jeu par des femmes. En 1927, il y a eu 2 mises en scène. Je passe un petit peu rapidement sur ces mises en scène parce que j'en dis quelques mots dans le dossier de mon édition et que dans les autres éditions aussi disponibles, il y a souvent des dossiers dessus. Donc une mise en scène avec René Falconetti en 1927, qui est une mise en scène intéressante du point de vue de sa scénographie parce que c'est la première mise en scène qui est très sobre du point de vue des décors, avec un schématisme très suggestif, des fonds sobres, qui sont uniquement des rideaux, des velours sombres, quelques éléments en briques dorées, quelques meubles ou tapisseries, et donc c'est la première mise en scène qui vraiment renoue avec l'esthétique élisabéthaine de la pièce, c'est-à-dire un plateau à peu près nu, et simplement quelques zones pour représenter les lieux, mais pas de décor vraiment réaliste. La même année, il y a une mise en scène à la Comédie Française, avec encore une femme qui joue, Marie-Thérèse Pierrat, et cette mise en scène, elle est intéressante parce que son décor est très riche. Alors on se dit, bah, alors comment il fait? C'est pas possible. Vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas jouer Lorenzaccio avec un décor très riche. Ben oui, effectivement, parce qu'il s'il faut changer toutes les scènes, ça fait 39 changements de décor. C'est pas possible, 39 changements de décor. Alors justement, on voit bien comment la Comédie Française, qui a les moyens de faire des décors très splendides, trouve quand même une solution au problème de l'alternance rapide des scènes. Alors cette solution, c'est la suivante. Elle fait tomber le rideau d'avant-scène, c'est-à-dire pas le rideau de scène, mais celui qui est un peu derrière, et qui permet d'isoler l'avant-scène, qui est une aire de jeu. Et donc il y a 2 types de scènes. Il y a les scènes très spectaculaires, qui se passent dans des beaux décors, qui alternent avec des scènes plutôt de transition, qui se passent sur l'avant-scène, où là il n'y a pas de décor, et pendant que le rideau de scène est tombé et qu'on joue les scènes de transition sans décor, on change le décor derrière. Si bien qu'au bout du compte, il y a quand même une répartition en une vingtaine de tableaux qui sont avec des beaux décors. Par exemple, il y a un très beau décor qui représente l'Arnaud. Je vous le décris tel qu'on l'a dans le livret de mise en scène. Portes boisées, châssis latéraux, donc, qui sont autour de l'Arnaud. Noir cyprès triste dans le bleu sombre des nuits italiennes, bord de l'Arnaud avec les 1000 lumières du Ponte Vecchio estompées dans la nuit tombante et dont le reflet joue sur l'eau tranquille. Donc, vous voyez, c'est une esthétique du tableau qui satisfait pleinement les regards du spectateur. Ça, c'est permis par les changements de décor qui se font dans les 5-10 minutes des scènes qui sont jouées devant. Ça a un inconvénient, c'est que ça a l'air de désigner des scènes principales et des scènes secondaires, des scènes de pure transition.
Donc ça sacrifie un petit peu les scènes qui sont à l'avant-scène, pendant lesquelles le spectateur se demande quel beau décor on est en train de construire de l'autre côté. Ça, c'est un petit peu l'ennui. Et puis, c'est une mise en scène où l'actrice, Marie-Thérèse Pierrat, qui est habituée à jouer plutôt des comédies, joue de manière un petit peu vulgaire, enfin, pas très vulgaire, mais avec une sorte de verve qui fait que la dimension très poétique du discours de Lorenzo est un peu sacrifiée. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, mon but, c'est pas de distribuer des bons points aux mises en scène, d'autant que cette mise en scène, je ne l'ai pas vue. Même, vous pensez bien qu'en 1927, je ne pouvais pas la voir, malgré mon grand âge. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que si la critique a reproché à Marie-Thérèse Pierrat de ne pas jouer de manière assez sérieuse, finalement, le rôle de Lorenzaccio, ça prouve bien, à rebours, a posteriori, que le rôle de Lorenzaccio est très lyrique et empreint d'énormément de poésie. Alors cette poésie, bien souvent, les metteurs en scène la coupent. J'ai vu le livret de Jean-Pierre Vincent, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui a mis en scène aussi Lorenzaccio en 2000, et on voit à quel point il coupe dans les dialogues, et quand il coupe, comme beaucoup d'autres metteurs en scène avant lui, comme Gérard Philippe dans sa mise en scène, dont je vais vous parler aussi, en fait c'est très souvent dans les métaphores qui sont développées. Par exemple la métaphore de la toupie comme éloquence, comme modèle d'éloquence, ou les métaphores lyriques, ça a tendance, les metteurs en scène ont tendance à penser que ça passera mal la scène, que ça va ennuyer le spectateur. C'est intéressant aussi pour le mélange des genres, pour montrer que Musset, lui, finalement, il ne se préoccupe pas tellement de savoir si ça passera la scène ou pas, et qu'il peut se laisser aller comme ça à des grands passages poétiques, parce que cette question-là, elle est repoussée à plus tard. La première interprétation du rôle par un homme, elle a lieu en 1933. C'est Jean Marchas qui interprète le rôle. Puis il y a une deuxième mise en scène où c'est encore un homme qui joue, c'est Christian Casadesus. Mais je n'ai rien d'autre à vous dire de ces mises en scène qui n'ont rien d'original. Donc, j'en arrive à la mise en scène que vous avez pu voir, qui est celle de Zeffirelli. Je vais m'attarder un petit peu sur elle parce que vous pouvez la voir, elle est dans le commerce. Entre-temps, il y a eu celle de Gérard Philippe en 1952 au TMP, dirigée à l'époque par Jean Vilar. Et c'est une mise en scène très très importante parce que, d'abord, c'est la première où un homme a du succès, vraiment, puisque les deux autres, celle de Jean Marchas et Christian Casadesus, étaient passées un petit peu inaperçues. Et c'est une mise en scène qui a l'avantage de reprendre la scénographie élisabéthaine avec quelques aires de jeu différenciées par une hauteur différente sur le plateau. Et donc ça permet à Gérard Philippe de rétablir tout le personnel, presque tout, beaucoup du personnel dramatique, de personnages secondaires que jusqu'à présent on avait eu tendance à supprimer. Si bien que le vent de l'histoire est vraiment très très sensible, d'autant plus que c'est joué dans la cour d'honneur du Palais des Papes, où il y a aussi le plein air, un lieu très très propice pour jouer des scènes, des pièces historiques un peu épiques, avec un grand souffle épique. Alors celle de Zeffirelli que vous avez pu voir en 1977, elle est très spectaculaire, très colorée, il y a des costumes vraiment très chamarrés, et elle rend bien compte, par son système aussi de double scène, il y a une scène à l'avant-scène, un escalier, une scène à l'arrière-scène, elle rend assez bien compte du jeu entre les espaces possibles. Et notamment, ce qui est très bien fait dans cette mise en scène, c'est le dernier acte où il y a alternance entre celle qui se passe à Florence, pour la succession du duc, et celle qui se passe à Venise, où Lorenzo est allé se réfugier. Alors, on voit très bien, dans une scène où Lorenzo est tout seul au milieu, immobile sur l'escalier, on voit très bien la simultanéité des scènes. Comment Musset réussit à faire représenter en même temps des scènes qui se passent dans deux lieux différents. Ça, c'est très bien fait. Alors, après, il y a la mise en scène de Jean-Pierre Vincent, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
en 2000, qui est une mise en scène très dynamique, où on sent dans le jeu de l'acteur, c'est Jérôme Kirchner, on sent une sorte de désespérance de l'époque. Et Jean-Pierre Vincent a beaucoup commenté sa mise en scène en disant « Nous sommes en 2000, dans une période assez similaire à celle de 1830, c'est-à-dire une période d'après les grandes idéologies, et où on ne sait plus très bien quelle est la bonne idéologie. Est-ce qu'il y a une idéologie qui va l'emporter sur l'autre? On a une jeunesse qui a l'impression de ne plus savoir dans quelle direction se tourner. C'est l'actualité, d'après Jean-Pierre Vincent, de la pièce en l'an 2000. Et puis, pour finir, je voudrais vous parler d'une mise en scène plus récente, c'est celle d'Yves Bonnen en 2009. Bonnen, ça s'écrit comme ça. Yves Bonnen qui a mis en scène On ne badine pas avec l'amour l'année dernière à la Comédie Française. C'est une très très belle mise en scène. Et lui, en 2009, il a joué la pièce avec seulement 6 acteurs. C'était une sorte de pari esthétique, et qui étaient les acteurs principaux. Quant à tous les personnages secondaires, il les faisait jouer par des marionnettes, qui étaient des marionnettes assez hautes, très hautes comme ça, et qui étaient manipulées. Et ça disait bien la manipulation du peuple que pouvait faire le duc Alexandre, parce qu'on avait l'impression qu'ils obéissaient, qu'ils n'étaient pas libres de leur mouvement, donc ça c'était très bien vu. Et c'était une mise en scène qui restituait une scène supprimée, enfin une scène que Musset avait écrit d'abord. Dans un premier temps, Musset, qui comme vous le savez s'est beaucoup inspiré des mémoires de Benvenuto Cellini, donc il s'est inspiré des mémoires de Marquis, il s'est inspiré de la pièce de George Sand, il connaissait la nouvelle de Marguerite de Navarre, mais il avait aussi beaucoup lu les mémoires de Benvenuto Cellini, donc l'Orfèvre, et il avait écrit une première scène où c'était pas Tebaldeo et le duc, mais où l'artiste c'était un artiste qui a vraiment existé, l'Orfèvre Benvenuto Cellini. Donc il était revenu à ce passage-là. Et ça montrait l'intérêt d'Yves Bonnen pour la question de l'artiste au XVIe siècle, dont je ne vous ai pas parlé parce que je n'ai pas pu vous parler de tout. Je vous remercie. Je crois que vous pouvez effectivement être armé de cette tête, c'est l'organisation qui va tomber à la fin de l'année. Voilà, merci beaucoup vraiment. C'était un plaisir pour moi. Ça fait bien de redevenir étudiant. Je crois qu'ils ont vu une mise en scène à Lyon, c'est ça? Alors oui, on n'a pas pu en parler. Ah oui. Oui, une mise en scène à Lyon qu'on avait dégotée comme ça, qui était belge, si je me rappelle bien. Non. Qui l'a vu? Non, c'est autrichienne. Ah oui, c'est à Vienne. Oui, Ça a été joué à Vienne. Et on a... Enfin, oui, tu l'as vu? Oui. Tu peux en dire deux mots? Ils ont beaucoup joué sur l'espace scénique, en fait, la différenciation des scènes et des moments. Avec les lumières, en fait, il n'y avait presque aucun décor. Et tout se jouait avec des lumières au sol, qui faisaient par exemple des carrés ou des... Et donc là, avec ça, ils ont entièrement individué les lieux. Beaucoup de musique, comme un film en fait, c'était vraiment comme un film. Ils ont modernisé les costumes, il y avait par exemple la Côte de Maïs, c'était un gilet pare-balles. Et ça ressemblait un peu à des costumes type mafia italienne. Voilà, sinon... On n'a pas pu lui demander s'il y aurait un enregistrement? Non, je crois pas. parce que je regarderai. Et comment s'appelle le metteur en scène? Je sais pas. Je n'ai pas retenu non plus, parce que je n'ai pas vu en fait. J'ai plus l'affiche. Oui, vous aviez l'affiche aussi, on avait commenté l'affiche. Vous avez donné l'affiche. Il y a toujours l'affiche sur les commentaires.